parti pour la deuxième partie de notre après-midi européen ici à Berne, à la suite de la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec l'ambassadeur de l'Union européenne. On va maintenant ouvrir une discussion, une table ronde sur les relations Suisse-UE. On va continuer sur ce thème-là. Et avec nous, cet après-midi, on a le plaisir d'avoir 4 conseillers et conseillères nationales. Je les présente tout de suite. Quelques informations pour vous, peut-être à la maison. La discussion se fera dans les 2 langues. Chacun parle la sienne, donc français et allemand. N'hésitez pas non plus à poser vos questions par écrit dans la fonction de discussion sur Zoom si vous êtes inscrit. Et on tâchera de les reprendre là aussi en français et en allemand. Donc voilà, je présente rapidement nos invités. On a avec nous, je commence tout à droite, Damien Cottier, conseiller national PLR de Neuchâtel, membre du Conseil national depuis 2019. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sibel Arslan, conseillère nationale verte de Bâle-Ville depuis 2015 au Palais fédéral et aussi vice-présidente du Mouvement européen. Bienvenue. Merci. Roland Fischer, qui est conseiller national pour les Verts libéraux, canton de Lucerne, membre du Conseil national entre 2011 et 2015 et depuis 2019 de nouveau, et également vice-président du Mouvement européen. Et tout à ma gauche, Marie-France Roth-Pasquier, conseillère nationale depuis 2019 aussi pour le centre, Fribourg. Bienvenue à vous deux. Donc on a une belle palette de politiciens, politiciennes, membres de différents partis aujourd'hui avec nous. Et peut-être qu'on peut faire un premier tour de table avec une première question. Demain, c'est la journée de l'Europe. Et vous pouvez volontiers, quand vous parlez, enlever les masques. Ça sera plus simple, si c'est OK pour vous. On a la journée de l'Europe demain le 9 mai et peut-être une petite question à titre personnel, votre rapport à l'Europe. Est-ce qu'il y a une expérience, une anecdote que vous pourriez partager avec nous pour illustrer un peu ce que ça veut dire pour vous d'être européenne, européen? Est-ce qu'on commence avec Marie-France? Volontiers. Alors moi, je raconte souvent que mon amour pour l'Europe est né en lisant les mémoires de Jean Monnet. Alors j'étais à l'université à Lausanne et puis on avait un professeur que vous connaissez certainement tous, s'appelle Monsieur Rieben, qui était un fervent défenseur de l'Europe, qui a beaucoup travaillé dans ce domaine, qui connaissait Jean Monnet quand même. Et donc moi, c'est en lisant les mémoires de Jean Monnet que j'ai eu cette révélation. Donc ça fait maintenant bien quelques années. Après ça, je suis partie en Belgique étudier, justement, après ma licence suisse. Je suis allée en Belgique faire un diplôme complémentaire sur les relations européennes, de manière générale sur les affaires européennes. J'ai ensuite fait un stage à la Commission européenne, donc j'étais vraiment à fond. Et puis j'ai fait ce stage, j'étais à Bruxelles le 6 décembre 1992. Voilà, donc ma carrière européenne s'est terminée ce jour-là. Mais depuis, je ne perds pas espoir, même si mon combat maintenant va sur d'autres domaines également, mais je suis toujours très, très liée à ce thème. Merci. Roland, wie sieht es bei dir aus? Europa, hast du eine Anekdote oder dein Verhältnis zu Europa auf der persönlichen Ebene? Ja gut, ich kenne natürlich sehr viele Menschen in Europa. Ich fühle mich als Europäer. Ich habe das Gefühl, dass wir auch als Jugendliche ein europäischer Gedanke, ein Zusammenleben pflegen, das sehr gleichgerichtet ist. Und ich habe auch in meiner Jugend immer sehr viel mit europäischen Kolleginnen und Kollegen mich ausgetauscht auf Reisen. Aber es gibt 2 Geschehnisse, die wahrscheinlich mein Verhältnis zu Europa sehr stark geprägt haben. Ich war damals, als wir die Abstimmung hatten über den europäischen Wirtschaftsraum, war ich noch Student und ich war Assistent an der Universität in Freiburg. Und als dieses Nein herauskam, das war eine Katastrophe für mich. Ich konnte das nicht glauben, dass die Schweizer Bevölkerung Nein gesagt hat zum europäischen Wirtschaftsraum. Und ich war wirklich sehr betrübt und das ist mir heute noch in Erinnerung,
ich sage jetzt mal, in einem jungen politischen Leben, wie mich diese Abstimmung geprägt hat. Und seither bin ich ein großer Befürworter der europäischen Integration geblieben. Und vielleicht das zweite Erlebnis, das mich auch geprägt hat in diesem Sinne, war dann später der Fall der Mauer, und es war schon gar früher. Ich habe das Gefühl, das ist quasi wie eine Zäsur. Man wusste damals, es wird jetzt etwas Neues passieren. Die Welt oder Europa sieht nicht mehr so aus, wie es jetzt in den vergangenen Jahren ausgesehen hat. Und was danach erstaunlich war und was mich dann auch zu einem immer noch überzeugteren Europäer werden ließ, ist die unglaubliche Integrationskraft, die dann die Europäische Union bewiesen hat, um diese Staaten in Osteuropa zu integrieren in die Europäische Union, in die europäische Familie. Und das ist eine riesengroße Leistung und ich glaube, das hat mich bis heute geprägt. Merci. Sibel. Ja, es ist eine sehr spannende Frage. Ich bin 1991 in die Schweiz gekommen und ich bin eine Baslerin. Das heißt, ich lebe in einer Grenzstadt und in dieser Stadt haben wir natürlich die unmittelbare Nähe zu Frankreich und Deutschland und meine Freunde waren auch schnell über der Grenze und das heißt, dieser Kontakt hat relativ oft bis heute gut funktioniert. Es war sehr prägend für mich, als ich zum Beispiel gemerkt habe, als diese Diskussion mit der Grenzkarte abgeschafft worden ist. Das mögt ihr vielleicht euch alle erinnern. Ich hatte früher einen B-Ausweis, dann einen C-Ausweis und man musste immer eine Grenzkarte haben, um über die Grenzen zu gehen. Später wurde das eben abgeschafft. Auch als ich Schweizerin wurde, war das wie kein Thema mehr. Und als die Corona-Geschichte wieder auch aufgetaucht ist mit dieser Pandemie, habe ich plötzlich bemerkt, dass es erschwert ist, nur in unmittelbarer Nähe die Freunde zu besuchen. Und für mich als Europäerin, wo ich mich als Schweizerin auch sehe, war es relativ schwierig. Und das war einer dieser Punkte. Und andererseits natürlich jetzt im Nationalrat, in der APK, aber auch im Europarat merke ich, dass ich mit sehr vielen Menschen auch aus dem EU-Parlament oder aus der EU zu tun habe und dass wir eigentlich ja grundlegend gleicher Meinung sind, wenn es um Demokratie und Menschenrechte geht. Deshalb ist es eben auch diese Nähe sehr wohl vorhanden. Merci. Et effectivement, tu es membre du Conseil de l'Europe et Damien aussi. Donc, on a deux représentants de la délégation suisse, membres du Conseil de l'Europe. De ton côté, Damien. Oui, alors c'est vrai que tu posais la question de la célébration de la journée de l'Europe le 9 mai. Moi, je dois avouer que je la célèbre le 5, puisque c'est la journée du Conseil de l'Europe, en fait, le 5 mai. Le 9 mai, c'est la journée de l'Union européenne. Et puis la Suisse, elle est membre du Conseil de l'Europe depuis début des années 60, comme tous les pays, en fait, du continent. Et moi, j'ai toujours un peu de difficulté avec cette discussion lorsqu'on dit, lorsque par exemple les représentants de l'Union européenne disent nous les Européens. Mais moi comme Suisse, je me sens totalement européen. La Suisse est en Europe, elle est culturellement et évidemment géographiquement et en termes de valeurs, elle est ancrée en Europe. Et ce n'est pas parce que nous ne sommes pas membres de ce projet politique et économique qu'est l'Union européenne que pour autant ça fait de nous des non-européens ou des moins européens. Et je pense que c'est important de toujours aussi rappeler cela, rappeler l'importance des échanges que nous avons dans tous les domaines avec nos pays voisins. Et sur la question des valeurs, eh bien, le Conseil de l'Europe joue un rôle absolument fondamental qui, je pense, va aller en augmentant parce que les trois grands piliers du Conseil de l'Europe, c'est la démocratie, c'est l'état de droit et c'est les droits de l'homme. Et ce sont trois valeurs qui sont actuellement sous pression au niveau international, mais aussi sur le continent européen, et qu'il faut défendre avec d'autant plus de vigueur. Une anecdote peut-être plus personnelle et qui fait le lien avec Sibel, c'est quand j'étais enfant, je me souviens d'avoir pris conscience, peut-être pas de l'Europe, mais de la proximité entre la Suisse et ses voisins, à Bâle justement. Je me souviens qu'on avait visité le port de Bâle et ce fameux Dreiländer Eck, ça s'appelle, hein, avec cette statue où il y a la France, l'Allemagne et la Suisse qui se retrouvent, et puis d'avoir réalisé que voilà, dans une de nos plus grandes villes du pays, eh bien, on a cette connexion directe avec deux grands voisins et à quel point la Suisse est imbriquée dans cet espace européen. Merci.
Peut-être une deuxième question à chacun d'entre vous, pour un peu poser les bases aussi. Vous êtes tous engagés au sein de votre parti pour une politique européenne et de bonnes relations, enfin une politique européenne qui regarde et qui va de l'avant et de bonnes relations entre la Suisse et l'Union européenne. Peut-être un mot pour nos téléspectatrices, téléspectateurs. Est-ce que vous êtes tout seul dans votre parti? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est un peu quoi votre... vous pouvez nous partager quoi à ce sujet-là? Certains ont... Enfin, on peut peut-être commencer avec toi du côté des Verts libéraux. D'autres partis, ça sera peut-être plus intéressant d'entendre parce que c'est plus nuancé, plus compliqué peut-être, mais Roland. Ja, gerne. Ja, bei uns Grünliberalen bin ich natürlich überhaupt nicht der Einzige, der sich für eine stärkere Integration in die Europäische Union einsetzt. Wir haben bereits schon früher uns sehr stark mit diesem Thema auseinandergesetzt und wir haben beispielsweise ja auch im Wahlkampf 2019 sind wir mit der Parole oder mit der Forderung mehr Europa wagen eigentlich neben dem Umweltthema in den Wahlkampf gezogen und haben da unsere Position gefestigt und ich fühle mich in meiner Partei sehr wohl, was die europäische Frage betrifft. Natürlich sonst so, aber gerade im Europadossier, da genießen wir Europapolitikerinnen sehr großen Rückhalt, auch bei der Parteibasis. Und ich glaube, ja, das gibt ein sehr gutes Gefühl. Donc, ce n'était pas juste un coup de com' du côté du parti de mettre ce slogan pro-européen pour se distinguer des autres. Nein, überhaupt nicht. Also wenn ich an unsere Parteibasis auch denke, die diese Politik mitträgt, ich bekomme sehr viel gutes Feedback in Bezug auf diese Positionierung, dass wir uns stärker der Europäischen Union annähern sollen. Und deswegen ist das nicht einfach so eine Positionierung, um uns abzugrenzen, überhaupt nicht. Das ist eigentlich auch tief in unserem Innern drin, denke ich. Les Verts libéraux, les Verts. Vous en êtes où? Est-ce que toi, tu as à te battre pour défendre les valeurs européennes au sein du parti? Nein, haben wir in der Tat nicht. Und zwar die Grünen definieren sich als eine grüne European Green Party, dort sind wir Mitglied und als eine auch europäische Partei. Und deshalb wollen wir eben auch diese Werte, die europäischen Werte, ein Friedensprojekt, diese Stabilität, ökologische auch Stabilität weiterhin auch pflegen. Deshalb gibt es selbstverständlich in Bezug auf das Rahmenabkommen einzelne Punkte, wo wir darüber diskutieren und das ist auch gut und richtig so. Aber die Frage, ob wir eben auch diese Annäherung zur EU haben oder nicht, diese Frage stellt sich als auch eine internationale grüne Partei nicht. Puis peut-être sur la question climatique en particulier, qui vous intéresse, est-ce qu'au sein de ta famille politique, l'Europe ou le Green Deal européen, l'Union européenne est vraiment perçue comme le niveau sur lequel on peut et on doit trouver des réponses pour faire face à ces questions-là? Ou est-ce qu'on est un peu suisse, puis après c'est tout de suite le niveau international? Ja, das ist immer wieder auch diese schwierige Frage, weil wir haben ja grundsätzlich so die Haltung, dass wir eine Swiss-Version, Swiss-Finnish-Version haben sollten. Aber wir merken, dass es auch im Europäischen Union vorwärts geht, mit auch ökologischen Themen, dass dort vorangetrieben wird. Aber wenn wir selbstverständlich die Klimaziele, Pariser Klimaziele anschauen, dann sind wir weit entfernt davon. Und die deutschen Grünen, hoffentlich jetzt bald mit einer Bundeskanzlerin, die auch von den Grünen kommt, treiben dieses Thema natürlich voran und bringen Ideen. Und das ist natürlich auch in einem Konzept, in einem Gefäß, mit diesen Institutionen viel größer und deshalb habe ich das Gefühl, gibt es sehr viele auch Möglichkeiten für die Schweiz dort anzupacken und auch voranzutreiben. Es kann und darf nicht sein, dass wir eben als Schweiz nur eine einzelne Lösung suchen und wir Grüne tragen eben auch diese Lösungsfindungen auch von den europäischen Grünen oder auch von den Bewegungen. Aber eben wie gesagt, es ist noch nicht genug, da kann noch sehr viel gemacht werden. Es liegt noch sehr viel Luft nach oben drin. Merci. Damien, le PLR, comment on se situe où aujourd'hui au sein du PLR et comment toi tu te situes bon, au sein du parti? Ça dépend peut-être de quoi on parle en fait. Faut définir au fond la question. Le PLR depuis 20 ans, depuis qu'elle existe, a toujours défendu très fortement la voie bilatérale.
pas seulement au Parlement et puis en tant que parti, mais c'est aussi souvent ces conseillers fédéraux qui ont même contribué à la construire et à la développer. C'est d'ailleurs Didier Burkhalter qui a lancé la négociation sur l'accord cadre. Donc il y a un soutien très fort à cette manière de développer les relations avec l'Union européenne et d'ancrer fortement, notamment au plan commercial, mais pas uniquement, aussi sur les questions de sécurité, Schengen-Dublin, la Suisse avec l'Union européenne, sans pour autant plaider pour l'adhésion. Moi, je ne suis pas favorable à l'adhésion et je trouve qu'avec la voie bilatérale, on a trouvé vraiment une bonne manière de collaborer avec tous nos voisins et notre principal partenaire, à la fois économique, mais enfin dans pratiquement tous les domaines. Donc ça, c'est ce qui s'est passé ces 20 dernières années. Et puis aujourd'hui, on est dans une question plus difficile qui pose des difficultés à beaucoup de partis politiques et à beaucoup de citoyens dans ce pays, qui est la question de l'accord cadre, qui va créer une certaine dynamique, qui va ancrer encore un peu plus fortement la Suisse avec l'Union européenne, qui apporte énormément d'avantages, dont on discute d'ailleurs pas assez en Suisse, en termes de sécurité du droit, en termes de mise à jour permanente des accords, en termes d'accès au marché unique, mais aussi à d'autres accords de coopération. Mais ça pose des questions à la Suisse par rapport à qui elle est et comment elle veut se définir par rapport à ce projet de l'Union européenne. Et là, c'est clair que dans le PLR, il y a des opinions qui sont peut-être plus partagées. Je pense que très largement, jusqu'à présent, le groupe parlementaire, en tout cas, a toujours très clairement soutenu la négociation sur l'accord cadre, tout en demandant un certain nombre de précisions sur 3 questions, les fameuses 3 questions, mais qui sont d'ailleurs pas les mêmes pour tout le monde, mais en demandant encore un certain nombre de précisions. Donc là, il y a encore des questions qui sont ouvertes. Il y a quelques personnes qui se positionnent de manière moins favorable, on va dire, mais globalement, il y a un soutien à cette démarche aujourd'hui. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a un soutien à travers toute la base du parti, des partis cantonaux. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi facile, aussi parce qu'il y a un grand besoin de pédagogie et d'explication sur cet accord, et que c'est d'ailleurs difficile de le faire tant qu'il n'est pas fini, et qu'on ne sait pas en détail ce qu'il y a. Donc ce débat, il commence d'une certaine manière. Donc là, il y aurait certainement un travail de conviction à faire. Ce que j'ai toujours ressenti au PLR, mais ce n'est pas le cas que du PLR, et peut-être que Marie-France pourra dire la même chose, enfin, je ne veux pas, c'est à elle de le dire, mais on sent quand même aussi une différence d'appréciation suivant les régions linguistiques. Assez clairement, en Suisse romande, il y a un soutien vraiment très marqué pour cette relation forte avec l'Union européenne. C'est parfois un peu plus nuancé en Suisse alémanique. Mais voilà, c'est un travail de pédagogie et de dialogue politique permanent que de construire cette voie de relation à l'Union européenne. Elle n'est pas facile, elle nous met face à nos propres contradictions. Et donc, je crois que c'est une dialectique permanente. Et votre sentiment sur... est-ce qu'il y a une capacité, les oreilles sont ouvertes à entendre, vous parlez de pédagogie, est-ce que les oreilles sont ouvertes au sein du parti à entendre les explications que les uns que les autres tentent de fournir, ou est-ce que le sentiment c'est chacun à sa position et c'est difficile d'avancer? Ma perception du PLR a toujours été et est que c'est un parti extrêmement rationnel dans ses choix. Donc il y a de l'émotion en politique et c'est normal, et il y a des valeurs derrière. Mais c'est un parti qui a quand même tendance à regarder les projets pour ce qu'ils sont et les avantages et les inconvénients qu'ils ont. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il a un peu de la peine à prendre position de manière totalement définitive aujourd'hui, parce qu'il attend d'avoir encore des clarifications sur un certain nombre de points avant de vraiment définitivement prendre position. Donc il y a une certaine prudence de certains même favorables qui disent mais attendons de tout savoir. Moi j'ai assez le sentiment que la large majorité des gens prendront position sur le projet le jour où il sera vraiment définitivement sur la table et en fonction d'une analyse assez rationnelle. C'est ma perception en tout cas. Et puis le centre, où est-ce qu'on en est? Au centre. Au centre. Non. Oui, alors effectivement, chez nous, c'est peut-être moins clair aujourd'hui. Alors si je regarde dans l'histoire, la démocratie chrétienne a joué un rôle essentiel dans l'Europe, dans la construction européenne. Donc j'ose espérer qu'on va jouer également un rôle dans le futur. On parlait des anciens conseillers fédéraux, notamment PLR, mais c'est vrai que le couple de Lamure à Cotier du PDC d'alors ont joué quand même un rôle important dans l'espace économique, enfin dans ce qui aurait dû être l'accord sur l'espace économique européen. Aujourd'hui, on a un président, vous le savez certainement, qui est plus réticent face à cet accord cadre.
Mais je pense que, comme le disait Damien, il faut vraiment maintenant qu'on explique clairement les choses. Beaucoup de choses se disent. Il a même utilisé le terme de toxique, ce que j'ai quand même trouvé très exagéré par rapport à cet accord. Donc là, il y a vraiment un effort de pédagogie. On doit expliquer clairement les choses. Est-ce que les oreilles sont ouvertes chez nous? Je ne suis pas la seule à défendre cet accord. Heureusement, on est quand même quelques-uns. Certains, effectivement, il y a un peu comment on dirait, francophone alémanique, il y a quand même un peu ce fossé, mais pas seulement, parce que je dois dire que j'ai des collègues suisses alémaniques qui défendent aussi, notamment ma collègue baloise qui est à fond derrière, on le sait, Elisabeth. Donc voilà, moi j'ai de l'espoir qu'en expliquant correctement, notamment à mes collègues parlementaires, ce qu'est cet accord cadre, on arrivera à avancer, on arrivera à apporter notre pierre à cet édifice. Je l'espère. Je ne peux pas vous dire que ça sera le cas, mais c'est un espoir que j'ai. Je peux juste préciser un point. Je ne voulais pas dire au PLR qu'il y a une opposition entre les romans et les alémaniques sur ce point. C'est dans le même sens que tu viens de dire que je le disais. C'est que je crois qu'il y a une unanimité assez large chez les romans, et puis c'est peut-être un peu plus divisé chez les alémaniques. Mais il y a aussi des collègues alémaniques qui défendent très fortement, oui. Et puis d'autres qui sont un peu plus opposés. Donc je ne voudrais pas être mal compris sur ce point. Aber vielleicht kann ich hier auch noch etwas hinzufügen, was jetzt vorher gesagt worden ist, wie du das gesagt hast, dass die Debatte bei euch ja sehr rational geführt ist. Ich glaube, diese Rationalität ist eigentlich in jeder Partei gegeben. Es sind sachpolitische Diskussionen, wo eben gewisse Schwerpunkte gelegt werden, und das ist eben die große Herausforderung auch in den Parteien, dort wirklich auch eine ausgewogene Lösung zu finden, hinter der man auch stehen kann und für diese Lösung dann auch eingestanden werden kann. Und ich glaube, diese Nüchternheit oder Rationalität in gerade so einer wichtigen Verhandlung dürfen wir nicht vergessen. Das muss eben immer wieder auch im Vordergrund stehen, weil es im Interesse eigentlich von unserem Land ja auch steht, dass wir nach einer Lösung suchen können und diese Lösung uns allen eigentlich zurechtkommt. Ob schlussendlich dann die Mehrheit der Bevölkerung oder eben der Bundesrat dann vielleicht das Rahmenabkommen verabschiedet oder nicht, das ist dann die andere Frage. Dort werden dann die Emotionen mehr sein, aber ich glaube, diese Nüchternheit, die braucht es in jeder Partei und die wird auch im Moment so nüchtern geführt. Certains critiquent un peu le débat actuel sur l'accord institutionnel en le qualifiant de trop technique, trop juridique. On parle de petites précisions, d'articles au paragraphe XY de textes négociés par des experts. Est-ce que finalement, on ne devrait pas simplement poser la question des valeurs, de nos valeurs en termes de société? On a les USA, on a la Chine, l'Europe. Le choix est vite fait. Donc la question est réglée. On doit travailler avec l'Union européenne, on doit garantir que les relations soient bonnes, stables. Vous avez l'impression qu'au sein de vos familles politiques, on a balancé, on a sauté par-dessus cette question, ou est-ce que c'est quand même cet aspect géopolitique, vision un peu plus métaphysique, est-ce que c'est aussi présent dans les échanges que vous avez au sein de vos partis? Je ne sais pas si Marie-France... Oui, alors je pense que le centre ou le PDC d'alors soutenait fortement les bilatérales, les accords bilatéraux étaient derrière. Vous voyez bien l'intérêt déjà économique qu'on avait à participer à ces accords. Maintenant, on bute un peu sur comme vous dites, ces éléments un peu techniques, juridiques qui posent problème. Et puis j'ai l'impression que c'est un petit peu c'est une boule de neige. Il y en a un qui dit non, maintenant il y a l'autre partie qui dit non à gauche. Ça commence à faire une grande boule de neige et puis tout le monde se méfie. Et puis on arrive maintenant à dire, mais mon Dieu, mais où va-t-on? On oublie effectivement, je crois, pourquoi on fait partie de l'Europe culturellement, historiquement, et pourquoi c'est dans notre intérêt d'en faire partie. J'ai l'impression qu'on l'oublie en face de ces éléments peut-être plus juridiques aujourd'hui. Est-ce que tu veux aussi réagir? Ou quelqu'un d'autre? Oui. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt. Also wir sind heute in einer Situation, wo die Details von ganz bestimmten Elementen, von ganz bestimmten Abkommen, also konkret das Freizügigkeitsabkommen, fast eine größere Bedeutung in der Diskussion erlangen als das Rahmenabkommen selbst. Oder? Also ich habe
ich habe den Eindruck, dass wir uns hier viel zu stark in die Details hinein verstricken, dass wir uns hier viel zu stark ja, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, Peanuts kümmern und die großen Linien, und vor allem der Bundesrat die großen Linien ein bisschen aus den Augen verloren hat. Für uns jetzt, für unsere Partei, wir haben stets eigentlich betont, dass das Rahmenabkommen so wie es ist, eigentlich in unserem Interesse ist, dass wir dem zustimmen würden. Wir würden das so unterschreiben, so wie es ist. Es braucht gar keine Präzisierung, es braucht gar keine zusätzlichen Klarstellungen. Es ist alles andere wesentlich drin und wir dürfen nicht vergessen, dass es eigentlich ein Abkommen ist, welches eigentlich den Rahmen kreiert, welches uns den bilateralen Verträgen, den bilateralen Weg, den du auch erwähnt hast, dass das eigentlich der Rahmen für diesen bilateralen Weg ist und dass dann die Details dann in den einzelnen Abkommen bei der Übernahme geregelt werden muss. Und ich glaube, diesen grundsätzlichen Gedanken, also diese grundsätzliche Haltung dürfen wir nicht aus den Augen verlieren und ich glaube, das sollten sich vielleicht auch die anderen Parteien ein bisschen stärker bewusst werden, weniger auf die Details zu gehen, sondern eben mal wieder den großen Rahmen zu sehen und zu sagen, ja, das ist ein Abkommen, mit dem kann man sehr gut leben, jetzt go for it und dann die Details, das schauen wir dann später, wenn es dann wirklich konkret darum geht, beispielsweise neue Elemente der Freizügigkeit zu übernehmen. Ich bin eigentlich einverstanden. Aber ich habe wieder das Gefühl, dass natürlich auch von Anfang an gewisse Fehler passiert sind. Und zwar haben wir nicht mehr die Hoheit über die Definitionen gehabt. Diese Definitionen, die eben vom Bundesrat als rote Linien definiert worden sind, die dann nicht korrekt geführt worden sind, die europäische Partner und Partnerinnen kommen nicht mehr draus, dass man eben schriftlich etwas darlegt und mündlich etwas anderes sagt. Und wir haben eigentlich auch unser Bild als vertrauenswürdiger, zuverlässiger Partner eigentlich auch ein bisschen aufs Spiel gesetzt oder das eben auch nicht mehr so souverän weitergetragen. Das ist eine dieser Schwierigkeiten, glaube ich, und aus dem heraus kann man immer wieder sagen, ja, die Führung hätte anders sein müssen, viel klarer, dann hätten wir wahrscheinlich gesagt, das sind diese Punkte und das geht es nicht, aber eben dieser Vertrag in fertiger Form wurde uns ja als Parlamentarier nicht einmal vorgelegt, sondern eben es wäre noch im Entwurf und wir könnten gewisse Sachen auch einbringen. Und auf der anderen Seite finde ich die Schwierigkeit, auch wenn es um die einzelnen Definitionen geht, als Juristen weiß ich ja, dass es eben auch relativ wichtig ist, dass man das macht, haben wir bei dieser ganzen Definition, glaube ich, das große Bild, zum Beispiel die Ängste, die Hoheitsdefinitionen wie Souveränität oder so aus der Finger, also wir haben es den anderen überlassen, dass wir dort irgendwie erklären mussten, was bedeutet dieses Streitbeilegungsverfahren. Das ist ja natürlich etwas Neues für die Schweiz und das ist eben in diesem Verfahren etwas Neues und dort hätte ich eigentlich mir gewünscht, dass es viel klarer vom Bundesrat dazu geäußert wird und gesagt wird, das ist ein Mehrwert für uns. Wir behalten unser System, unsere Souveränität wird nicht ausgehöhlt und wir werden wahrscheinlich in gewissen Punkten vielleicht auch ein paar Verfahren haben, aber das wird nicht grundsätzlich der Fall sein. Und ich glaube, diese Schwierigkeiten waren eben viel mehr der Grund und jetzt stehen wir dort, wo wir eben wieder diese Hoheit gewinnen sollten über diese Diskussion, über diese großen vielleicht Themen. Peut-être je te laisse répondre à la question, mais je te pose aussi une que le public nous a mis dans le chat et qui demande en fait le PLR, le Parti de l'économie, ou qui se qualifie comme tel, pourquoi donc avoir autant de problèmes avec cette directive sur la citoyenneté, alors que si on veut être rationnel, il y a eu des études sur les coûts et puis on voit que c'est finalement quelque chose qui pourrait, au niveau financier pour la Suisse, être tout à fait raisonnable. C'est une question qui a été posée. Peut-être que tu peux lier les deux. Oui, je le prends. Je te donne la parole. D'accord. C'est une bonne question. Bon, sur un des points qu'a dit Cybèle, on doit quand même faire un tout petit peu attention parce qu'on lit beaucoup de choses dans les médias sur ce que serait actuellement la négociation, ce qu'aurait dit le président de la Confédération, ce qu'aurait pensé la Commission européenne. Il y a aussi beaucoup de choses fausses qui circulent. Hein. Et très franchement, l'Union européenne a l'habitude d'utiliser des leaks aux médias à Bruxelles pour renforcer sa position de négociation. Elle le fait depuis longtemps. La Suisse devrait peut-être apprendre à le faire davantage. Elle le fait assez peu. Ce qui fait que parfois, ça donne dans le débat public
une image qui n'est pas tout à fait juste de ce qui se discute vraiment derrière les coulisses. Donc il ne faut quand même pas faire un tout petit peu attention de ne pas se faire embarquer dans quelque chose qui n'est peut-être pas exactement ce qu'on en ressent ou ce qu'on en lit. Mais ça rend le débat politique d'autant plus compliqué. Parce qu'au fond, on est dans une négociation. Dans la diplomatie classique, le Conseil fédéral aurait discuté avec les commissions parlementaires d'un mandat de négociation. Après, il disparaît dans les coulisses, il négocie en secret. Et puis un jour, il revient avec un accord et il dit « cet accord est bon, je le soumets au Parlement qui en débat ». Et puis là, tout s'est passé autrement parce qu'on a débattu sur la place publique de cet accord depuis 8 ans, même un peu plus, à vrai dire, même avant qu'il commence, alors même qu'il n'est pas encore finalisé et qu'il y a eu plusieurs changements, un peu de direction ou de correction, élargissement du mandat en cours de route. Donc ça complique quand même beaucoup le débat par rapport à cet accord cadre. Je suis d'accord, c'est là-dessus que je voulais réagir, avec l'affirmation qu'on doit voir l'image d'ensemble. Maintenant, on discute de ces 3 points ou 4 points, de ces précisions, etc. En français, on dit que ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Ils ont leur importance, ces points, et je peux répondre sur la question de la directive citoyenneté. Chaque élément a son importance et le diable se cache dans le détail, comme on dit. Donc on doit aussi les regarder, c'est bien clair. Mais en même temps, il y a un moment donné où le Conseil fédéral et ensuite, je l'espère, le Parlement et peut-être un jour le peuple devront faire une appréciation d'ensemble de cet accord tel qu'il est avec ce qu'il apporte et ce qu'il n'y a pas dedans, les plus et les moins, et puis la perspective qu'il donne à la relation entre la Suisse et l'Union européenne et sa durabilité, et puis l'alternative. Puis l'alternative, c'est quoi? Et je ne l'ai pas entendu chez vous aujourd'hui, mais je pense qu'il a dit la même chose dans un article du Temps aujourd'hui ou hier, aujourd'hui je crois, que j'ai lu hier soir. L'ambassadeur de l'Union européenne dit très clairement, et à mon avis à juste titre, le statu quo n'existe pas. Comme le marché européen est dynamique et donc par définition en mouvement et en constante évolution et agrandissement au niveau de ses thèmes, si la Suisse n'arrive plus à mettre à jour, proportionnellement, son accès au marché recule. Donc le statu quo en soi, c'est une notion qui, dans ce film, dans ce grand mouvement qui est très dynamique du marché européen, une notion qui tout simplement n'existe pas. Et donc on doit se poser la question de l'alternative. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous aurons comme relation si nous n'avons pas cet accord cadre et que l'Union européenne est très claire sur le fait qu'à ce moment-là, la voie bilatérale ne pourra plus se développer et se mettre à jour, qu'elle est donc dans une voie sans issue. Ce qu'elle disait très clairement jusqu'en 2014, après le début des négociations. Et c'est là qu'elle a commencé à faire évoluer un petit peu son langage, mais c'était son langage officiel entre 2008 et le début des négociations sur l'accord cadre. Donc c'est ça que la Suisse devra se poser comme question. Donc elle devra à la fois regarder le détail, mais en même temps pas perdre de vue l'ensemble. Et je crois que l'ensemble est éminemment favorable. Franchement, si on discute avec un Norvégien, il dit « mais comment vous avez fait la Suisse pour obtenir tout ce que vous avez obtenu par rapport à ce que nous avons dans l'espace économique européen ?» Et je crois qu'on ne doit pas perdre ça de vue. Moi, il me semble que ce qui manque le plus dans ce débat, c'est le courage politique de dire à un moment donné « on y va ». Bien sûr, il y a des risques, bien sûr, tout n'est pas parfait, mais c'est dans l'intérêt du pays et on y va. Et je trouve que ça manque. Je ne sais pas si ça manque du côté du Conseil fédéral, parce que c'est eux qui négocient et quelque part, ils devront être dans cette position-là au moment où l'accord sera terminé de négocier. En tout cas, ça manque aussi dans la société, dans la politique. Les présidents de partis, les présidents ou les leaders des grandes organisations économiques et syndicales, à un moment donné, doivent voir l'intérêt général du pays plutôt que leur intérêt particulier de leur association ou d'avoir peur du peuple. Et ça, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup dans ce débat et je le regrette beaucoup. Pardon, j'ai été trop long, mais sur la directive citoyenneté, bon... En termes de coûts, on peut voir les choses. Effectivement, ce n'est peut-être pas des coûts phénoménaux. Jusqu'à présent, la Suisse a quand même toujours eu, en termes de principe, la logique qu'elle adhérait à la libre circulation des travailleurs et non pas à la libre circulation des personnes. Elle n'est pas membre de l'Union européenne, donc elle n'a pas ouvert complètement ses portes à tout type de mouvement. C'est ça que nous avions dit à la population suisse. Et là, on entrerait dans une logique quand même un petit peu différente avec cette libre circulation, au fond, des citoyens. Mais les citoyens suisses, en principe, ne sont pas des citoyens de l'Union européenne. Donc ça demande quand même une redéfinition. Moi, je suis quand même assez réticent sur ces questions-là. Je trouve que la Suisse a de bons arguments de dire nous ne sommes pas membres de l'Union, nous avons accès à certains pans du marché, et pour ces pans-là, on veut bien faire des discussions, mais pas comme si nous étions membres de l'Union européenne. Je trouve qu'il y a des bons arguments factuels de mettre un certain nombre de limites par rapport à cet élément-là.
On a ici 4 parlementaires membres du Conseil national. On a mentionné le manque de courage politique. Est-ce qu'au Parlement, on aurait ce courage politique de dire oui, on y va avec l'accord? Si on devait le soumettre maintenant au Parlement, une question oui-non, vous pensez qu'il y aurait une majorité au sein du Parlement en faveur du texte ou pas? Mais c'est une question un peu théorique parce que l'accord n'est pas terminé de négocier. Et puis je trouve quand même assez, je peux en parler de rationalité, assez rationnel d'attendre de connaître tous les éléments, même si on ne doit pas perdre la vue d'ensemble, de quand même aussi connaître les détails. Donc c'est compliqué. Mais moi je pense qu'il y a, mon impression c'est qu'il y a plutôt une majorité pour poursuivre la voie bilatérale, peut-être courte, mais je ne crois pas qu'il y ait une majorité pour la tuer aujourd'hui. Et je pense que le Conseil fédéral devrait entendre ça. Im Moment denke ich, wenn wir jetzt eben das Parlament entscheiden würden, würden wir zu viele Unentschlossene haben. Und gerade weil eben im Wirtschaftsbereich gewisse in letzter Zeit gekippt sind. Ich glaube, diesen Mut hätten wir vielleicht nicht. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es reichen könnte, weil wir haben so viele gute Punkte in diesem Rahmenabkommen und dort müssen eben die Parteien oder die einzelnen Akteure als Vertreter über die eigenen Schatten springen können und sagen können, doch, jetzt machen wir. Und wir zum Beispiel als Grüne haben den Vorschlag gemacht, dass man zum Beispiel das Rahmenabkommen eben fertig behandelt und dann dem Parlament vorlegt und gleichzeitig kann der Bundesrat auch ein Konzept vorlegen, wenn eben dieser Lohnschutz nicht gewährleistet ist, wie wir das im Lande selber auch anpacken können. Und ich glaube, es gibt gewisse Möglichkeiten, die wir auch einbeziehen können und deshalb könnte es auch reichen. Also ich bin nicht nur negativ gestellt, bestimmt nicht. Ja, ich habe den Eindruck, dass wir im Parlament eine Mehrheit erreichen können für dieses Rahmenabkommen. Da bin ich überzeugt davon, weil wir dürfen nicht vergessen, die Stimmbevölkerung hat den bilateralen Weg stets unterstützt, also mit ganz wenigen Ausnahmen oder Nuancen. Wenn es Volksabstimmungen gab über die bilateralen Verträge, gab es eine Unterstützung aus dem Schweizer Volk. Dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass der bilaterale Weg eigentlich nur weitergeführt werden kann, so in dieser Art und Weise, wie wir ihn kennen, mit neuen Abkommen auch in die Zukunft hinaus, wenn wir diesen Rahmenvertrag haben. Und ich glaube, das ist etwas, das wir der Schweizer Bevölkerung sehr gut erklären können. Und ich glaube, nur schon vor diesem Hintergrund glaube ich, dass auch das Parlament im Wissen darum, dass der bilaterale Weg eine solch große Unterstützung eigentlich bei der Stimmbevölkerung genießt, dass wir auch im Parlament eine Mehrheit für den Rahmenvertrag erhalten können. Insbesondere dann, wenn jetzt beispielsweise der Bundesrat, so wie wir das beispielsweise auch in der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats gefordert haben, eben jetzt auch auf die Europäische Union zugeht, einen Kompromiss bei diesen Punkten aushandelt und dann mit einem Abkommen ins Parlament kommt, dann bin ich überzeugt, da werden wir eine Mehrheit hinkriegen. Ich glaube, sicher braucht es noch ein wenig Überzeugungsarbeit, aber ich glaube nicht, dass wir hier unter den Parteien so stark ins Detail gehen würden und so stark uns quasi um irgendwelche juristische Fragen kümmern würden, um dann den ganzen bilateralen Weg aufs Spiel zu setzen. Merci. Alors moi, je suis contente d'entendre que mes collègues sont plutôt optimistes. Moi, j'avais plutôt l'impression que c'était mal parti, parce que si on regarde les partis aujourd'hui qui s'opposent, si vous avez l'UDC, l'EPS, au milieu, c'est pas très clair. Les Verts, plutôt pour. Bon, les Verts libéraux, on sait. Ça, c'est les seuls qu'on connaît et qui sont vraiment engagés derrière. Mais ailleurs, c'est pas si clair, j'ai l'impression. Mais effectivement, je pense qu'il y aura un travail de persuasion. Comme disait Roland, il y aura un travail de persuasion pour montrer l'intérêt général qu'on a à accepter cet accord et ne pas buter sur les détails. Ou alors, entre-temps, on a des explications sur les fameux détails et on arrive à négocier quelque chose de correct ou d'acceptable pour tout le monde, un minimum acceptable. Mais moi, quand je regarde aujourd'hui le Parlement, je suis moins optimiste, mais ça va changer. Et le Conseil fédéral, par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y a, je crois même qu'il y a une toute petite minorité, voire même plus qu'une personne qui le soutient. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu moins d'optimisme, mais j'espère que je me trompe. C'est aussi très intéressant de vous entendre. Et dans ce cas-là, si au sein du Parlement, il pourrait y avoir une majorité pour la poursuite de relations stables et sécurisées qui vont de l'avant avec l'Union européenne, ça veut dire que la politique européenne en Suisse, elle est prisonnière ou elle est prise en otage par les politiques des partis
Et puis finalement, les perspectives d'avenir des jeunes, c'est les présidences de partis qui sont en train de jouer avec, ou est-ce qu'on n'en est pas là du tout? Moi, je crois que c'est plus profond que ça, à vrai dire, pardon. Ça y est, moi j'étais le collaborateur personnel de Didier Burkhalter, il avait l'habitude de dire sur la politique européenne au Conseil fédéral, il y a autant d'avis qu'il y en a en Suisse sur la politique européenne. Bon, il ne peut pas y en avoir plus que 7, vous me direz, mais c'est-à-dire qu'on se positionne tous un peu autrement, puis il y a toutes ces nuances, est-ce qu'on veut un petit peu plus, est-ce qu'on veut aller vers les, pour certains, certains veulent l'adhésion, d'autres veulent rien du tout, d'autres veulent la voie bilatérale telle qu'elle est aujourd'hui, en oubliant le fait que si on la dynamise pas, ben, elle n'existera plus, comme je disais avant que le statu quo n'existe pas, mais chacun cherche en fait sa définition, sa relation idéale avec ce voisin. Et moi, je crois profondément à ce que je disais au début, ça nous met un peu devant nos contradictions. On aimerait avoir des bonnes relations économiques, on aimerait avoir des coopérations dans certains domaines. Il y a d'autres choses dont on ne veut pas, puis suivant qui on est, où on habite, on se méfie peut-être pas des mêmes choses. Et puis à un moment donné, vous avez un accord, puis vous devez dire oui ou non. Et il y a des éléments qui vous plaisent et d'autres qui vous plaisent moins là-dedans. Et il n'y a jamais un accord où il y a tout qui est bien, parce que ce serait assez bizarre dans une négociation. Il y a souvent des négociations win-win, il ne faut pas avoir non plus que ça en rapport de force, évidemment. Mais il y a aussi des éléments sur lesquels voilà, on n'a peut-être pas obtenu tout à fait ce qu'on voulait, ou bien on a dû lâcher un certain nombre de choses. Et chacun essaye d'imaginer un peu son idéal. Mais le jour où vous avez le message sur la table, avec l'accord tel qu'il est, et que vous devez, comme parlementaire fédéral ou après, comme citoyen dans l'urne, dire oui ou non, ça vous met devant vos responsabilités face à un projet concret. Et le débat prend une autre dimension, et aussi une dimension plus rationnelle, je pense, par rapport à ça. C'est un peu la difficulté de ce débat qui a commencé avant qu'on ait le produit final, parce que chacun, il y a aussi beaucoup de mythes, il y a aussi beaucoup de suppositions, de plans sur la comète, de ce qui pourrait se passer dans tel et tel cas, puisque c'est aussi un accord qui est quand même particulier, il est institutionnel. L'institution n'est pas un but en soi, c'est une mécanique qui permet d'atteindre certains buts. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de théories qu'on entend. S'il se passait ça, la Cour de justice pourrait faire ceci, et puis il pourrait se passer ça. Et ça complique un tout petit peu le débat, je dois dire. Donc moi, je ne crois pas que ce soit un otage des partis, mais c'est qu'on est tous, qui qu'on soit en Suisse, et quelle que soit sa responsabilité politique, un peu placés face à nos contradictions à l'égard du projet européen, dont on aimerait être part sous certains aspects, mais pas en tant que projet politique. Et parfois, il va plus loin que ce que nous souhaiterions en Suisse. Mais on doit vivre avec cette réalité et trouver des ponts avec le partenaire tel qu'il est et pas tel qu'on souhaiterait qu'il soit. Et c'est ça la difficulté et c'est aussi ça la responsabilité à un moment donné de prendre cette décision. C'est pour ça que je parlais de courage politique. Tu veux réagir? Ja, also ich möchte vielleicht in Ergänzung dazu vielleicht erwähnen, dass es ja auch relativ schwierig ist, wenn wir das Ganze einfach auch so im leeren Raum lassen, was es auch für junge Leute, wie das auch angesprochen worden ist, auch bedeutet. Ich meine, ich habe erzählt, dass ich als eben Baslerin, als junge Person, das mit den Grenzen und mit diesen Schwierigkeiten nicht gekannt habe. Erst mit Corona-Pandemie habe ich wieder gespürt, dass die Grenzen ja existieren und dass sie wichtig sind und sie machen etwas mit jemandem. Und wir haben jetzt natürlich ein Friedensprojekt, einen Raum, wo wir eben im Wohlstand leben können in Europa als alle Europäerinnen und Europäer. Im Bildungswesen, im Forschungswesen sind wir zentral. Wir haben ja keine andere Möglichkeiten, als auch in diese auch zu investieren. Und diese Unstabilität und diese Rechtsunsicherheit ist ja gerade eigentlich die Stärke der Schweiz gewesen, dass man in der Schweiz als Standort eben auch vorhanden ist oder hierher kommt, weil man eben von der Schweiz als stabiles Land eben mit dieser Rechtssicherheit rechnet. Wenn wir jetzt aber sehen, dass diese Nichtanpassung des MRAs im Bereich der Medizintech-Bereich, dann hören wir immer wieder, dass Firmen raus aus der Schweiz gehen oder eben im EU-Raum irgendwie zweite Firmen gründen. Wir merken, dass die jungen Menschen nicht mehr wissen, ob sie an gewissen Projekten teilnehmen können. Wir merken, dass eben auch dieser ganze Nationalismus, welcher in Europa versucht wird geführt wird, eben auch uns tangiert mit dieser Souveränitätsfrage, die wir uns wie erklären müssen, obwohl eben diese Souveränität ja gar nicht in Frage steht. Und ich denke, uns fehlt eben eine Tabelle für die Bevölkerung. Was sind die Plus und was sind die Minus von diesem Abkommen, wie er jetzt vorliegt? Und im Parlament suchen wir nach unseren inländischen Lösungen, wie wir das auch anpassen können. Aber eben diese Klarheit
existiert in der Tat nicht und die Medien oder eben auch die Interessengruppen können mit dieser Unsicherheit spielen. Das, finde ich, ist eine Führungsaufgabe, dass der Bundesrat klar hinstehen kann und sagen kann, das sind die Mehrwerte mit diesem Vertrag oder Abkommen, das sind die negativen Punkte und nur weil man über die negativen zu viel hört, darf es wie einfach auch als Unsicherheit gelten. Und schlussendlich denke ich, ist auch ganz wichtig, dass wir sagen, dass wir auch Mut haben müssen, haben können, aber auch ein Plan B oder auch unsere kreative Ideen. Und wir sind auch das Kontrollorgan vom Bundesrat, also insofern können wir hier auch ein bisschen auch kritisch sein und sagen, wir wünschen euch jetzt und wir wollen jetzt einfach auch konsultiert und diesen Vertrag auch vorgelegt bekommen. Ja. Je vous pose une question, je vous laisse réagir, mais je vous pose quand même la question, puis vous pouvez peut-être réagir du côté de ma gauche. Qu'est-ce que les parlementaires, vous qui siégez au Conseil, qu'est-ce que vous qui siégez au Conseil national feriez si le Conseil fédéral laisse les négociations de côté, ne coupe pas court à tout le processus, donc il n'y a pas une fin claire, nette de cet accord, mais on ne va pas plus de l'avant et donc il n'y a pas de message non plus qui est transmis au Parlement pour traiter de cet accord qui est sur la table. Il ne faut pas, enfin, vous seriez prêt à réagir, à faire quelque chose, parce qu'à vous entendre, là aussi, ça serait un déni de la démocratie suisse finalement. Ça comme input en plus. Ja, ich glaube, wenn das jetzt der Fall wäre, dass jetzt einfach so, wie du sagst, das Abkommen einfach so hindümpelt, es gibt keine klare Entscheidung, weil es ist klar, die Europäische Union wird die Verhandlungen nie abbrechen. Sie wird immer eine offene Türe haben für die Schweiz, sie wird die Türe nicht zuschlagen und auch, ich glaube auch nicht, dass der Bundesrat jetzt, oder ich hoffe es zumindest nicht, dass der Bundesrat sagt, nein, jetzt ist es vorbei. Und ich glaube, in diesem Moment können wir natürlich als Parlament schon reagieren. Wir können beispielsweise mit einem Vorstoß, mit einer Motion, können wir beispielsweise den Bundesrat beauftragen, du bringst uns jetzt eine Botschaft zur institutionellen Weiterentwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU ins Parlament und darüber entscheiden wir dann. Ich glaube, wir haben hier schon auch Instrumente, wie wir reagieren können. Es ist sicher nicht der optimale Weg, es ist auch nicht der Weg, den wir bis jetzt gegangen sind bei internationalen Verträgen. Normalerweise ist es so, dass der Bundesrat dann einen Vertrag abschließt und dann ins Parlament zur Ratifizierung bringt. Und das ist auch das, was wir hoffen mit dem Rahmenabkommen. Aber wenn es nicht so ist, dann müssen wir kreativ sein und andere Instrumente von Seiten des Parlaments anwenden, damit wir eben dieses Ziel erreichen, dieses Abkommen ins Parlament zu bringen und schlussendlich dann auch vors Volk. Je suis d'accord, non. Je suis tout à fait d'accord avec Roland. C'est juste. D'ailleurs, il y a eu déjà une réaction cette semaine, mais je pense que c'est comme ça qu'on peut agir. Hein. Ce n'est pas notre responsabilité, la politique étrangère. Mais on y travaille, on se prépare à ce genre d'options aussi au niveau du Parlement pour réagir si on vous intègre pas à ce processus ou, Moi, j'ai une position un petit peu différente. Je pense qu'on doit profondément respecter les institutions dans notre pays parce qu'elles ont apporté beaucoup de bien à ce pays. Et dans la négociation d'un accord, c'est le Conseil fédéral qui est le premier de cordée, qu'on le veuille ou non. C'est comme ça que c'est organisé institutionnellement. Ça peut frustrer le Parlement. Moi, ça me frustrerait si on n'avait pas un accord déposé sur la table après 8 ans de négociations. Mais très franchement, c'est au Conseil fédéral d'en décider. Si lui n'est pas convaincu par cet accord et qu'il ne le transmet pas, bien sûr, on pourra faire des motions, on peut même lancer une initiative populaire. De ce point de vue-là, il n'y a pas de déni de démocratie. Mais c'est le Conseil fédéral qui négocie. Et même s'il y avait une initiative populaire ou une motion qui lui dit « tu dois négocier un accord », il n'est pas encore obligé de venir avec le résultat XY. Et c'est quand même à lui de faire l'appréciation, est-ce que ce résultat est suffisamment bon. Par contre, je pense que le Conseil fédéral aurait tout intérêt à venir, puisque le résultat, on le connaît quand même à 80 ou 90% actuellement, que globalement, il est dans l'intérêt de la Suisse, il l'a écrit lui-même, ou très largement dans l'intérêt de la Suisse, je ne sais plus la phrase exacte qu'il a utilisée il y a 2 ans, et que c'est un bon résultat de négociation, même si on ne connaît pas tous les détails. Je pense qu'il serait mieux pour la Suisse, pour l'intérêt national, pas par rapport au fonctionnement des institutions cette fois, que le Conseil fédéral vienne avec cet accord. Parce qu'ensuite, le Parlement est devant sa responsabilité de choisir l'option qu'il veut ou pas,
Et s'il choisit de l'adopter, et moi c'est mon appréciation à l'heure actuelle, et qu'il y a votation populaire, ce qui est plus que probable, qu'elle soit obligatoire ou facultative suivant ce que le Parlement déciderait, après c'est le peuple qui décide. Et si le peuple devait dire non à cet accord de négociation, je pense que nous sommes tout à fait dans une autre situation dans notre relation avec l'Union européenne que si c'est le gouvernement qui a bloqué les choses après 8 ans de négociations. Donc moi, je me battrais pour un oui. Je n'essaie pas d'être pessimiste ici. Et je pense qu'on peut l'obtenir. Mais même si ça ne devait pas être le cas, je pense que les dégâts pour la politique européenne de la Suisse et la reconstruction à faire ensuite derrière seraient beaucoup moins forts si c'était la population qui pouvait s'exprimer que si c'est le Conseil fédéral qui bloque le processus. Donc ça, c'est une appréciation purement politique sur l'intérêt du dossier. En termes institutionnels, par contre, je pense qu'il ne serait pas très juste et même, à vrai dire, pas très possible que le Parlement force le Conseil fédéral de finir une négociation. Mais c'est quand même un scénario qui est crédible. Un Conseil fédéral qui coupe pas tout le processus, mais qui laisse traîner les choses et qui finalement ne le soumet jamais au Parlement. Donc on doit faire quoi? Il faut faire quelque chose, non? Nos institutions, on doit le convaincre de ne pas faire ça. Mais ça, c'est politique. Sibel. Ja, also ich möchte jetzt nicht aus der APK-Sitzung herausplaudern, aber das gibt es natürlich. Also am besten ist natürlich, wenn der Bundesrat einen Vertrag vorlegt und sagt, wir empfehlen, diesen Vertrag zu unterstützen. Wir können dahinter stehen und man könnte eben dort vielleicht darüber diskutieren. Und dann macht das Parlament auch eine Empfehlung an das Volk. Und ich denke, wenn das Volk, was ich nicht meine, eben Nein sagen würde, würde das von der EU viel mehr verstanden werden, als wenn der Bundesrat eben keine Entscheidung trifft oder wenn das Parlament mit den Parteien eben einen Druck macht. Aber ich denke, wenn der Bundesrat das Gefühl hat, sie wollen nicht entscheiden und sie würden einen Entwurf vorlegen und nehmen keine Position, wäre ja ein Novum. Aber dann könnte das Parlament ja sagen, okay, das ist der Entwurf und der Bundesrat nimmt keine Stellung dazu und wir ergreifen jetzt auch die Position und sagen, die Mehrheit des Parlaments gibt eine Empfehlung für das Rahmenabkommen mit diesen inländischen Vorschlägen oder so, wenn man eben beim Lohnschutz zum Beispiel keine Lösung findet oder nicht. Also ich denke, Kreativität hat keine Grenzen, nur der Wille muss vorhanden sein. Und ich merke im Moment, dass eben hier irgendetwas auch mit diesem, wollen wir das zu Ende bringen oder haben wir Angst, es abzubrechen und etwas vorzulegen, dort gibt es noch ein bisschen Mangel. Und ich glaube, dort stecken wir. Also wir sind nicht am Ende vom Anfang, aber ich denke, wir sind am Anfang von einem Ende. Das heißt, das Ganze ist zu Ende und wir müssen jetzt diesen Anfang machen von dieser neuen Ära. Pour gentiment approcher de la fin de la discussion, pour les personnes qui nous suivent, et puis voilà, c'est un événement du mouvement européen, vous auriez à donner quoi comme message à ces personnes intéressées par la thématique européenne, peut-être membres du mouvement européen ou pas, ou de façon générale à la société civile, à des organisations dans ce contexte-là. On sent on n'est pas encore sorti du blocage. On a quel rôle à jouer dans cette réalité-là? Vous parlez du mouvement. Du mouvement ou des personnes intéressées, des citoyennes, citoyens. Je pense à un rôle d'information déjà. D'informer peut-être sur ce qui bloque aujourd'hui, mais surtout sur l'intérêt général de notre participation à ce mouvement européen. Pour moi, là est votre rôle, je dirais. Et vous le faites déjà d'ailleurs, mais peut-être plus vous faire connaître encore. Ja, ich glaube auch, da kann ich dir zustimmen. Was auch noch wichtig ist die Vorzüge und die Vorteile und das Erreichte in Bezug auf die europäische Integration in den Vordergrund zu stellen. Wie wir bereits schon gesagt haben, dürfen wir nicht allzu stark in den Details verharren und ich glaube, es wäre gerade die Aufgabe von Organisationen und eben auch der Europäischen Bewegung Schweiz, hier Gegensteuer zu geben und eben auf diese großen Linien wieder darauf hinzuweisen und auf die Bedeutung dieser europäischen Integration für unsere Jugend, für die Wissenschaft, für die Forschung, für die Wirtschaft, darauf hinzuweisen und hier auch eine positive Grundstimmung gegenüber diesem Abkommen und auch gegenüber der europäischen Integration im Generellen herzustellen.
Also ich möchte zuerst natürlich einen Appell machen, NEPS-Mitglied zu werden, weil man eben sich hier auch genau vertieft über diese Fragen mehr informieren kann. Wir haben heute Morgen eine flammende Rede von unserem Präsidenten Erik Nussbaumer gehört, der eben das Ganze auch politisch wieder eingebettelt hat. Und wir haben einen Appell verabschiedet, aber es gibt viele andere solche Organisationen wie NEPS, die sich eben vertieft mit diesen Fragestellungen auseinandersetzen. Ich habe es vorher nochmals erwähnt, es ist vielfältig, es ist in der Bildung, es ist in der Forschung, es ist in der Rechtssicherheit, auch geografisch betrachtet. Aber Frieden, Menschenrechte und Demokratie, das sind wichtige Werte, die wir uns alle eben als Europäer sehen. Und deshalb dürfen wir uns, glaube ich, nicht von den sachlichen Argumenten und Abwägungen von Interessen verleiten lassen versus Ängste, die gemacht werden und Unsicherheit und Instabilität. Es ist wichtig, dass wir hier eine klare Abwägung machen und nüchtern nach Lösungen suchen. Und diese gibt es. Und deshalb habe ich eigentlich auch Hoffnung, dass wir das Rahmenabkommen früher oder später verabschieden werden. Es braucht jetzt halt ein paar Runden, aber ich bin zuversichtlich, dass es am Ende gut kommt. Und deshalb bitte ich natürlich allen, sich zu informieren, aber auch Mitglied zu werden. Moi, je pense qu'on ferait beaucoup de bien à la Suisse et à la discussion, la rationalité de la discussion, si on arrivait à être plus objectif sur la relation entre la Suisse et l'Union européenne. Ces dernières années, dans une grande partie de la population, on a décrit l'Union européenne, on ne cesse de décrire l'Union européenne ou de la percevoir comme un adversaire qui voudrait mettre son joug sur la Suisse, qui voudrait la soumettre, qui voudrait lui imposer un certain nombre de choses. Or, ce n'est pas la réalité de la situation. La réalité de la situation, c'est qu'il y a 27 États qui se sont mis ensemble pour former un marché unique, pour faire des coopérations renforcées dans un certain nombre de domaines. En fait, même 30, si on compte les États de l'espace économique européen, ça représente tous nos voisins, tous nos principaux partenaires, tout l'espace qui nous entoure. Et puis, on veut collaborer avec ces pays-là à travers une institution qui s'appelle l'Union européenne. D'ailleurs, parfois dans des domaines dans lesquels nous avions déjà une coopération. Nous avions des accords sur l'électricité avec la France, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Il se trouve que ce domaine a été largement communautarisé. Puis aujourd'hui, on doit négocier avec l'Union européenne, qui n'était pas là avant dans ce domaine, des collaborations dans ce domaine-là, alors qu'elles existaient déjà avec les voisins. Mais voilà, ils ont changé leur manière de faire, ils l'ont mis ensemble. Et puis on a, nous, un nouveau partenaire sur ce thème-là. Et les thèmes qui se développent viennent sans cesse s'ajouter. Et dans cette perspective-là, bien sûr, nous sommes parfois en concurrence, nous ne partageons pas tout. Dans une négociation, nous sommes deux parties, donc forcément chacun essaie aussi d'obtenir le maximum dans les négociations. Mais en même temps, nous sommes des partenaires, nous sommes des amis, et surtout, l'Union européenne n'est pas un ennemi. Et si on a cette perception qu'on doit se protéger de ce monstre qui nous entoure, comme on sent parfois dans la population, je pense qu'on fait une faute dans l'analyse des rapports de force et de la qualité des relations qu'on peut développer. Parce que comment voulez-vous convaincre la population de développer des relations si c'est face à quelqu'un ou un organisme qui nous veut du mal? Or, ce n'est pas la réalité. Et si on arrivait, et si le mouvement il s'appelle, je crois que c'est ça maintenant, le mouvement européen suisse, moi je suis né politiquement né le 7 décembre, le 6 décembre 92, j'étais le premier président de Châtelois du mouvement né le 7 décembre, après on a fusionné, on est devenu le NOMES, et puis maintenant c'est de nouveau le mouvement européen suisse. C'est un cycle. Si le mouvement peut apporter une petite contribution à cette évolution, parce que je crois que la Suisse ne se fait pas du bien en voyant ces choses sous une forme de rapport de force. Bien sûr qu'il y a un rapport de force, mais il y a aussi énormément de win-win, il y a aussi énormément de projets communs. Et je crois que c'est dans l'intérêt de la Suisse d'avoir des bonnes relations avec ce grand partenaire. Je crois que ça ferait beaucoup de bien. Donc, la construction européenne, demain c'est les 71 ans de la déclaration Schuman, quand on a mis le charbon et l'acier ensemble, franco-allemand, pour garantir la paix en Europe, le début du processus qui a mené à la construction de l'Union européenne, ça reste un projet d'avenir. Question toute simple, oui, non. Pour finir. Oui, moi je crois, l'Union européenne n'a eu de cesse de vivre des crises profondes à travers toute son histoire, et à chaque fois elle a eu de cesse de survivre et de se réformer, de se renforcer à travers ces crises. Donc moi je ne crois pas à une fin de l'Union européenne. Et puis pour nous comme Suisse, on doit voir la réalité que ce partenaire est là, qui va rester pour un moment. La géographie risque de rester pour quelques années encore ce qu'elle est. La tectonique des plaques ne va pas nous déplacer sur un autre continent. Et donc, nous avons vraiment un intérêt majeur à avoir des bons rapports avec cette Union européenne. Moi, je perçois les choses comme ça. Et puis, l'Europe qui a apporté la paix,
c'est un élément essentiel pour la Suisse aussi. On le perd des fois un peu trop de vue dans ce... Oui, parce qu'on regarde des fois trop l'arbre et pas assez la forêt peut-être, et la vue d'ensemble. Un projet d'avenir aussi pour toi, Sibel? Also selbstverständlich, weil ich glaube, es ist gut, dass eben gewisse Fragestellungen auch gestellt werden. Ich muss ganz kurz etwas erwähnen. Ich bin jetzt kürzlich in Albanien gewesen. Albanien versucht jetzt der EU beizutreten. Und dort gibt es so viele Interessen. Einerseits China, Russland, und sie wollen eben sich der EU annähern. Was ist die Option? Was ist, wenn wir diese Kohäsionsmilliarden nicht bezahlen? Schwächen wir diese Länder, die dann eben auch zu China und Russland diese Nähen haben oder zu USA? Oder sagen wir, halten wir zu einem europäischen Projekt fest und unterstützen das? Und selbstverständlich gibt es Fragestellungen, aber gerade diese Fragestellungen führen dazu, dass es langfristig eben auch stabil bleibt. Und deshalb ist dieses Projekt auch zukunftsorientiert. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie auch auseinanderfallen wird. Bestimmt nicht. Zukunftsprojekt, immer noch? Ja, auf jeden Fall. Immer mehr, würde ich sogar sagen. Die großen Herausforderungen, die wir haben in der Zukunft und die wir heute schon haben, ich denke da beispielsweise an den Klimawandel, an den Verlust der Artenvielfalt, die demografische Entwicklung in Europa, also die Alterung der Bevölkerungsstruktur eigentlich, das sind alles Herausforderungen, die kann heutzutage ein Land nicht alleine bewältigen. Das ist unmöglich. Das kann auch die Schweiz nicht alleine bewältigen. Denken wir nur schon an die geopolitische Lage, an die Handelspolitik, die internationale Handelspolitik. Das betrifft uns in der Schweiz und das betrifft die europäischen Länder gleichermaßen. Und es wurde bereits auch schon erwähnt, die Menschenrechte, das demokratische Grundverständnis. Und bei allen Differenzen, die wir innerhalb von Europa haben, die auch die Europäische Union innerhalb sich selbst haben, das sind Differenzen, die überwunden werden können. Und wir dürfen nicht vergessen, wir in der Schweiz sind so quasi wie ein kleines, vielleicht nicht immer Vorbild, aber mit unserer föderalistischen Struktur bilden wir etwa das Gleiche ab, was die Europäische Union auch hat. Wir haben gemeinsame Ziele, aber jeder einzelne Kanton und jeder einzelne Staat hat nachher die Möglichkeit, selbst noch in einem gewissen Rahmen die Politik umzusetzen. Und ich glaube, das ist die Zukunft für Europa und das wird auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren die Zukunft sein. Und ich glaube, ohne die Europäische Union werden wir in Europa diese großen Herausforderungen nicht meistern können. Auch nicht als Schweiz alleine. Merci. Marie-France, vous avez vécu de près l'Union européenne au début des années 90, quand ça faisait rêver pour beaucoup. Est-ce que ça reste encore un projet d'avenir selon vous? Le mot de la fin. Plus que jamais, je pense. Pour revenir juste à votre question précédente et ce qu'a dit Damien, je crois que ce qui est important d'expliquer, c'est pourquoi on a créé l'Europe à la base, pourquoi Jean Monnet et Schuman ont eu ce projet. C'est un projet de paix avant tout. Et ça, c'est peut-être la plus grande chose qu'on doit vendre aujourd'hui. Et la Suisse l'a oublié ou peut-être l'a jamais vu, j'en sais rien. Non, j'exagère un peu, mais je pense que c'est ce qu'on doit vendre. Et plus que jamais, ça vaut la peine qu'on continue dans ce mouvement. Je pense personnellement qu'on sera plus souverain dedans ou avec qu'en dehors. On aura notre mot à dire au moins. Si on est complètement isolé, ben voilà, on n'aura plus rien à dire. Donc c'est pour moi un grand projet d'avenir. Je crois qu'on va s'arrêter ici. Un tout grand merci pour votre participation à cette discussion qu'on a essayé de rendre la plus constructive possible, pour aborder aussi certains aspects qui n'étaient pas forcément typiquement les 3 points sur lesquels tout le monde discute actuellement. Merci pour votre engagement aussi pour la cause européenne, si on peut appeler ça, quelles que soient les institutions dans lesquelles vous êtes actifs. Merci pour votre engagement au sein du Conseil national aussi.